Le président Jacques Chirac, dans un de ses exercices fétiches, l'inauguration du Salon de l'agriculture, où il s'est fait fervent militant du oui à la Constitution européenne. Jean-Paul II, toujours hospitalisé à la clinique Gemelli de Rome, ne pourra pas assurer l'Angélus de dimanche pour la première fois depuis le début de son pontificat. Nouvel attentat à Tel Aviv à l'entrée d'une discothèque faisant 4 morts parmi les jeunes Israéliens, 53 blessés. Un attentat qui fragilise les progrès de la paix au Proche-Orient. Les Français battus, mais honorablement par ces diables de Gallois. Dominés en première partie, ils ont eu raison des lignes françaises à la deuxième mi-temps. Sorti cette semaine du dernier film de Costa Gavras, Le coup près, avec dans le rôle d'un tueur en série un personnage inquiétant dans sa banalité, joué par José Garcia. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Salon de l'agriculture a été inauguré ce matin par Jacques Chirac, escorté par Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture. Pour sa première sortie depuis le départ d'un de ses proches, le ministre de l'économie, Hervé Guémard, Jacques Chirac s'en est tenu à l'exercice traditionnel avec tout de même une phrase choc en faveur du oui, car, a-t-il dit, voter non, c'est une connerie. Compte rendu de cette visite, Alix Bouillaguet et Francis Forger. Le ministre de l'Agriculture était prévenu, même quand il a des soucis avec son gouvernement, Jacques Chirac est ponctuel. Le Premier ministre me disait, méfie-toi, le président non seulement est à l'heure, mais même parfois il est en avance. Un arrêt remarqué au stand de la Savoie. Un petit morceau de reblochon. On n'a jamais tué personne. Mais pas un mot sur le ministre des Missionnaires Hervé Guémard, originaire de ce département. Le chef de l'État n'est pas venu pour ça. Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Jacques Chirac flatte les jarrets, goûte à tout ce qu'on lui propose et multiplie les confidences. Moi, je n'ai pas de bière préférée. C'est tout à fait clair. C'est une légende qui a été créée. J'aime toutes les bières, légères et blondes. Mais au hasard des allées, il recueille aussi les doléances. Comment va-t-on pouvoir faire une restructuration de la production laitière en ayant un prix du lait qui baisse? Et on est d'accord de restructurer, mais il va falloir nous aider dans le bon sens. Car à quelques mois du référendum sur la Constitution européenne, Jacques Chirac est en terrain sensible. Une partie du monde agricole est hostile au oui. Et à un passant qui l'interpelle sur la question, il répond « Si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, faites-le, mais après ne protestez pas, c'est une connerie », a même ajouté le chef de l'État. L'argumentaire aura-t-il été efficace? Ce matin, à sa manière, Jacques Chirac a lancé la campagne. Le successeur d'Hervé Guémard, Thierry Breton, prendra officiellement ses fonctions lundi, après une passation de pouvoir prévue le même jour, à midi. Thierry Breton devra être remplacé à la tête de France Télécom. Un conseil d'administration extraordinaire devra se tenir dimanche. C'est donc un grand patron qui va désormais diriger ce ministère clé. Et ironie de l'histoire, il se retrouve hiérarchiquement au-dessus de son ancien ministre de tutelle, Patrick Devedjian, qui l'avait rappelé à l'ordre sur les tarifs téléphoniques. Portrait et réaction, David Bouéry. Le PDG Thierry Breton, c'est d'abord le sauvetage réussi de Thomson. En 5 ans, l'entreprise moribonde devient un fleuron de l'électronique mondiale. C'est ensuite France Télécom. À son arrivée, le groupe est au bord de la faillite. Thierry Breton met en place un ambitieux plan de redressement et conduit la privatisation de l'opérateur historique. Aujourd'hui, les syndicats retiennent surtout que le PDG n'a pas hésité à sabrer dans les effectifs. Il a passé un peu plus de 2 ans à France Télécom et le bilan de sa politique, c'est près de 20 000 suppressions d'emplois en 2 ans. Je ne pense pas qu'il sera plus social qu'il n'a été à France Télécom et effectivement, il n'a jamais répondu aux revendications des personnels. Thierry Breton s'est également engagé dans un bras de fer avec son ministre de tutelle, le ministre de l'Industrie, qui dénonçait des tarifs trop élevés dans la téléphonie mobile. C'est tout à fait illégitime, c'est contraire à la directive européenne, c'est contraire à la loi française. Et à Bercy, Patrick Devedjian sera désormais sous les ordres de Thierry Breton. Un chef d'entreprise, Premier ministre, une idée jugée positive à droite, un principe qui fait grincer des dents à gauche. C'est à ce mélange-là qu'il faut mettre fin. Il y a d'un côté la gestion des fonds publics, dans le cadre de laquelle les Français veulent de la simplicité, de la transparence et de la moralité, et d'autre part la gestion d'une entreprise. C'est vraiment un plus qu'il y ait dans la vie publique et de surcroît au gouvernement des hommes ou des femmes qui n'ont pas exclusivement un parcours politique. Les économistes, eux, attendent de le juger sur ses résultats, mais pour certains, son expérience professionnelle peut être un atout. Pour faire de la croissance en Europe, il faut croire en la technologie. Donc, on ne peut pas tomber mieux. C'est un homme qui comprend ce qu'est la croissance mondiale aujourd'hui.
Il y a 3 mois, Thierry Breton avait déjà failli s'installer ici à Bercy. À l'époque, il aurait refusé à cause d'une rémunération jugée trop faible. En devenant ministre, il accepte cette fois de diviser ses revenus par 6. Prière et recueillement dans tout le monde catholique depuis l'hospitalisation du pape Jean-Paul II. Officiellement, le souverain pontife respire mieux depuis qu'il a subi une trachéotomie, mais pour autant, il n'assistera pas à la prière de l'Angélus dimanche. L'inquiétude concernant son état de santé est donc très vive. Elle est particulièrement sensible en Pologne, où le pape est non seulement un guide spirituel, mais aussi une référence morale majeure. Reportage à Cracovie, Stéphane Bretner et Emmanuel Beck. À l'heure de l'Angélus, l'église Mariacki s'est remplie d'un coup. Dans ce décor somptueux, les fidèles sont un peu moins nombreux qu'hier, parce que leur présence se mesure aussi au rythme des bulletins de santé en provenance de Rome, plutôt rassurant. Mais pour les habitants, impensable dans ces moments difficiles de ne pas venir se recueillir. Depuis 3 jours, toutes les pensées vont vers Karol Wojtyła, qui dirigeait cette église lorsqu'il était archevêque il y a 40 ans. Je prie matin et soir, je voudrais qu'il guérisse vite pour qu'il puisse encore nous aider. Si tout le monde prie, il s'en sortira. Malheureusement, son âge et sa maladie, on ne peut pas faire le miracle. Le père Souder est un ami de Jean-Paul II depuis 65 ans. Ils se sont connus au séminaire de Cracovie pendant la guerre. Tous les jours, il pense à son camarade dont il sent que la mort se rapproche. Ce qui est remarquable, c'est qu'il supporte sa souffrance en silence, sans jamais se plaindre. Que ça nous plaise ou non, c'est Dieu qui prendra la dernière décision. Mais vous savez, sur la centaine de séminaristes de l'époque, nous ne sommes plus que 5. Cracovie, c'est la ville de Pologne qui compte le plus d'églises, de cloîtres et de couvents. Une pieuse cité où le pape a gravi tous les échelons de la hiérarchie catholique. Une ville qui vit chaque jour au rythme des souffrances du souverain pontife. À Cracovie, comme dans le reste du pays, les Polonais attendent toujours un signe rassurant sur l'état de santé du pape. Et demain, pour la messe dominicale, toutes les églises seront pleines et les fidèles encore plus nombreux que d'habitude à prier pour le rétablissement du Saint-Père. À Rome, le Vatican affirme que le pape suivra la prière dominicale depuis son lit d'hôpital, même s'il a délégué la charge de présider l'office au vice-secrétaire d'État. Entre prière et rumeur, chacun essaie de se raccrocher à quelque espoir. Reportage Gérard Grisbeck et Romain Potoczki. Cet après-midi, c'était au tour du président de l'Assemblée nationale de se rendre à l'hôpital Gemelli. Il est monté au 10e étage dans l'appartement du pape, puis il a fait une déclaration qui est en même temps une révélation. La sérénité du secrétaire du pape me semble plus éloquente que n'importe quelle parole. On sent là-haut une atmosphère de sérénité, de confiance. L'homme a eu la franchise de dire qu'il n'a pas vu Jean-Paul II, mais son secrétaire. C'est le cas de toutes les personnalités qui passent ici et qui nous donnent des nouvelles du Saint-Père, y compris un cardinal aussi important que l'espagnol Julien Herranz, juriste de formation. Le pape tient bon. Il est très proche de la Vierge qui l'accompagne. Le porte-parole du Vatican, lui, est venu comme chaque matin rencontrer les médecins du pape. Dans un communiqué publié peu après, il indique que Jean-Paul II ne se montrera pas demain pour la bénédiction à la fin de l'Angélus. Une nouvelle qui bien sûr n'est pas bonne. Une délégation de l'église polonaise est venue apporter son soutien. Ce chanteur d'opéra aussi qui s'est posté sous les fenêtres du pape. Mais depuis l'opération de Jean-Paul II, certains regardent aussi vers la basilique Saint-Jean de Latran, ancienne résidence des papes. Cette pierre tombale d'un pape français du Moyen-Âge se mettrait à sointer juste avant la mort d'un souverain pontife. Légende ou pas, pour le moment, la pierre est sèche. Toute la communauté religieuse catholique romaine est évidemment préoccupée par la crainte d'une issue fatale, comme le montre ce reportage tourné au couvent de Saint-Joseph de Rome par nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Nathalie Gallet. Pour les sœurs de Saint-Joseph, les journées commencent tôt. Aujourd'hui, toutes prient pour la santé du pape Jean-Paul II. Depuis l'hospitalisation du Saint-Père, elles n'ont rien changé à leur habitude. Elles suivent simplement un peu plus les nouvelles à la télévision et à la radio. Ce n'est pas très important que le pape soit capable de parler ou de ne pas parler.
Son silence est de toute façon beaucoup plus fort qu'une parole. Et si jamais il venait à disparaître? Ce sera la volonté de Dieu. Pour nous, ce sera une grande douleur, comme pour le monde entier. C'est un grand pape, il est déjà un saint. Quand on demande aux sœurs si le pape doit rester à son poste ou renoncer à ses fonctions, la réponse est claire. Écoutez bien, je prends ses propres paroles. Le pape a dit, tant que le Christ me maintient dans ma mission, je reste. Et il a raison, parce que nous attendons beaucoup de lui. Il a fait énormément de choses. Il a un impact formidable, particulièrement sur les jeunes. Et je crois que pour nous, c'est une grande valeur et ce serait bien que nous puissions le tenir. Comme l'Italie, comme le monde, les sœurs de Saint-Joseph attendent maintenant avec la plus grande impatience le prochain communiqué sur l'état de santé du pape. Et autour du pape, plusieurs personnages clés prennent une importance grandissante, à commencer par son secrétaire particulier, Stanislas Dziwisz, comme lui, polonais, et qui, dit la rumeur, relaie toutes les volontés du pape, au point qu'il est devenu un personnage aussi important que le numéro 2, Monseigneur Sodano, et le numéro 3, Monseigneur Ratzinger. Et la question qui se pose aujourd'hui est bien celle de savoir qui dirige véritablement l'Église. Gilles Rabin. Ils ont tous si bien compris que, sauf miracle, Jean-Paul II entrait dans ces derniers jours, que même les curés de base osent poser publiquement aujourd'hui cette question quasi sacrilège. Les cardinaux sont tous en train de chercher comment faire pour continuer à prendre des décisions avec un pape dans cet état. D'après les textes, quand le pape est hospitalisé, c'est le secrétaire d'État, le cardinal Angelo Sodano, Premier ministre du Vatican, qui gère l'Église. Mais il a toujours affirmé que jamais le pape n'avait lâché la barre. Le pape a exprimé, gouverné le navire de l'Église dans de différentes manières. Alors, le Seigneur inspirera lui ce qui est mieux pour l'Église. Le cardinal Sodano ne peut alors qu'expédier les affaires courantes avec l'aide de la curie, de son armée de cardinaux et d'évêques. Mais parce que l'Église n'a jamais voulu reconnaître que Jean-Paul II avait été à un moment ou à un autre dans l'incapacité d'exercer sa fonction, depuis que le pape est malade, un autre homme, un simple évêque, joue un rôle déterminant, Monseigneur Stanislas Dziwisz, le secrétaire particulier de Jean-Paul II depuis plus de 30 ans. C'est lui qui décide aujourd'hui qui verra ou ne verra pas le pape qui ne peut plus parler et qui transmet ses ordres, griffonnés désormais sur un petit carnet de notes. Même si le pape parvient à reparler un jour, la maladie de Jean-Paul II a montré l'urgence de revoir et de réformer ce mode de gouvernement de l'Église. Et nous rejoignons Gérard Grisbeck en direct de Rome. Alors Gérard, vous l'avez dit, personne n'a véritablement vu le pape. On peut dire que les informations sont extrêmement verrouillées et ça laisse la porte ouverte au fond à beaucoup de rumeurs sur son état de santé réel. Oui, c'est vrai, beaucoup de rumeurs, d'autant qu'effectivement, on a l'impression que le Vatican ne dit pas toujours la vérité, ce qui crée d'ailleurs des relations assez malsaines entre la presse et le Saint-Siège. Vous savez, ici, donc derrière moi, au 10e étage, se trouve la chambre du pape, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une chambre, mais d'un appartement. Dans cet appartement, il y a bien sûr le Saint-Père, il y a aussi des religieuses, il y a également son secrétaire particulier, dont on vient de voir un portrait par Gilles Rabin, et puis l'adjoint du secrétaire particulier. Eh bien, toutes ces personnalités très proches du pape qui sont avec lui, toutes ces personnalités ont un point commun, elles sont toutes polonaises. Et si on veut voir le pape, on doit passer par ces personnalités et en particulier par son secrétaire particulier. Alors, bien sûr, quand Angelo Sodano vient ici, il est secrétaire d'État, il est numéro 2 du Vatican, il peut voir le pape, mais lui aussi doit passer par le secrétaire. Lorsque le porte-parole du Vatican vient ici, il peut voir le pape, c'est très rare, mais il voit effectivement son secrétaire ou des médecins. Donc on a beaucoup de mal à avoir véritablement des informations, je dirais, de première main, autres à faire parler des médecins, mais les médecins, eux, sont tenus par le secret médical, donc vous imaginez la difficulté qu'on a. Merci Gérard Grisbeck pour ces précisions. Cette nuit à Tel Aviv, un attentat suicide devant une discothèque a causé la mort de 4 jeunes et blessé une cinquantaine d'autres. Ce matin, les forces israéliennes et palestiniennes ont arrêté 8 personnes. Cet attentat intervient alors que le processus de paix semblait reprendre. Sur place, Charles Anderlin et Alain Gréco. Il était 23h20. Le terroriste s'est approché de la file d'attente devant cette discothèque et il a actionné sa ceinture d'explosifs. Il y a 4 morts et 53 blessés
dont plusieurs sont dans un état critique. C'est le premier attentat de ce genre depuis 4 mois et la police a lancé des appels à la vigilance. Mais les Israéliens ont appris à vivre avec le terrorisme. Ce matin, sur la plage de Tel Aviv, à quelques dizaines de mètres de la discothèque, on voulait penser à autre chose. Et devant le lieu de l'attaque, les passants discutaient. Je crois que Mahmoud Abbas veut apporter la paix au peuple palestinien et au peuple israélien. Ce sont eux qui ne veulent pas. Ce sont des organisations des extrémistes et chez nous, il n'y a pas aussi des fanatiques? Et avec qui on va faire la paix? Même si on leur donne tout le pays, ils ne feront pas la paix. Le terroriste venait d'un village du nord de la Cisjordanie, il s'appelait Abdallah Badran et appartenait au djihad islamique. Alors qu'à Gaza, les responsables de cette organisation démentaient toute participation à l'attentat, le djihad islamique de Toul-Karem en revendiquait la responsabilité sur Al Jazeera. Selon des sources palestiniennes et aussi israéliennes, cette cellule islamiste serait liée au Hezbollah libanais qui aurait donc commandité l'attaque. Mahmoud Abbas accuse, sans la nommer, une tierce partie de vouloir saboter le processus de paix. Pour leur part, les dirigeants israéliens accusent l'autorité autonome. Elle ne lutte pas sérieusement contre le terrorisme, disent-ils, elle devrait démanteler les organisations armées. Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, il n'est pas question de rompre le dialogue entre Israël et la nouvelle direction palestinienne. Au Togo, le fils du président Yadema, décédé au début du mois et qui s'était auto-investi président de la République, a finalement renoncé à sa charge. Il a annoncé que des élections auraient lieu dans les prochaines semaines. Le Togo traverse une grave crise de régime depuis la mort de l'ancien président qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. En Égypte, le président Moubarak va mettre en place une petite révolution démocratique afin de permettre l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Pour ce faire, il faudra une réforme constitutionnelle. Et puis rappelons que l'on est toujours sans nouvelles de notre consoeur Florence Aubenas et de son guide-interprète Hussein Hanoun depuis maintenant 52 jours. Il y a 2 mois, jour pour jour, une catastrophe sans précédent ravageait toute une partie de l'Asie du Sud-Est. Le tsunami qui a balayé les côtes le 26 décembre dernier aurait causé la mort ou la disparition de 290 000 personnes, selon un dernier bilan. Le montant total de l'aide humanitaire aux pays frappés s'élèverait à plus de 6 milliards de dollars, indiquent aujourd'hui les Nations Unies. Et l'on découvre encore une de ces histoires incroyables, concours de circonstances qui va permettre à une famille américaine de comprendre enfin comment leurs parents ont disparu dans la catastrophe. Reportage et explication, Alain Chalvron. C'est une histoire à la fois belle et triste, comme le tsunami en a tant apporté. John et Jackie, Canadiens de Vancouver, étaient en vacances près de Phuket. Depuis le 26 décembre, leurs 3 fils n'avaient pas de nouvelles. John et Jackie étaient comptés dans la catégorie des disparus. Mais voilà que dans les débris, près de leur hôtel, on a trouvé un appareil photo. C'est Chris Pillett, un pasteur de Seattle, ville voisine de Vancouver, mais côté États-Unis, qui a fait la découverte. Pour moi, c'était juste bon à mettre à la poubelle, mais quelqu'un m'a pris l'appareil et m'a dit « Attends, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose dans la carte mémoire. » Bien l'en a pris. À côté des classiques images de vacances, on a toute la tragédie, minute par minute. La vague au loin, la vague qui approche et grossit, la panique qui s'empare de certains. Mais John, visiblement, ne comprend pas ce qui se passe. Il continue à mitrailler la mort qui arrive, jusqu'à cette dernière photo, la vague qui l'engloutit, lui et sa femme. Le pasteur fait alors une rapide recherche par Internet et retrouve sans difficulté les 3 fils de John et Jackie qui vivent donc tout à côté. Je n'ai pas beaucoup dormi ces 2 derniers mois, mais j'avais encore un peu d'espoir. Aujourd'hui, bien sûr, c'est fini. Au moins, je sais qu'ils étaient ensemble, comme ils l'ont toujours été. Certes, ces photos tuent l'espoir, mais elles permettent aussi le deuil. À Taïwan, un feu d'une rare intensité a ravagé les derniers étages d'un gratte-ciel au centre de la ville. L'immeuble qui abritait hôtel, restaurant, mais aussi une école a pu être en partie évacué. Christian Houtin. Ils courent pour se protéger des débris qui leur tombent dessus. Dévorée par les flammes, la façade de cette tour de 25 étages menace de se désagréger. L'édifice abrite des bureaux et un restaurant. Quand l'incendie s'est déclenché à 4 heures de l'après-midi, des dizaines de personnes sont alors piégées par les flammes.
Cet homme raconte que le feu s'est propagé très rapidement alors qu'il était au 12e étage avec des collègues. Heureusement, ajoute-t-il, tous ont réussi à s'échapper. Des hélicoptères sont intervenus pour élitreiller une dizaine de personnes coincées sur le toit. L'incendie a été maîtrisé en moins de 2 heures. Dans les décombres, les sauveteurs ont trouvé 3 corps sans vie. Selon les autorités de Taïwan, le feu serait parti du restaurant situé au 18e étage de la tour. On ignorait ce soir encore la cause exacte du sinistre. Parmi les violences faites aux femmes, l'excision est une mutilation sexuelle terrible. Sur tout le continent africain, des milliers de petites filles subissent entre 7 et 10 ans l'ablation d'une partie de leurs organes génitaux internes. Et même en France, 35 000 fillettes sont excisées en dépit des conséquences épouvantables de ces mutilations effectuées à vif et qui, outre les douleurs immenses, provoquent hémorragie, infections, incontinence. Certaines mamans originaires d'Afrique veulent aujourd'hui rompre avec cette terrible tradition, comme le montre ce reportage de Dominique Chimbakala et Marie-Pierre Cassignard. Je me souviens comme si c'était hier. Donc la douleur était tellement atroce et puis la vue du sang, les gens autour de moi. Il y avait ma mère qui était là, qui me parlait en disant qu'il ne fallait pas que je pleure. Fanta avait 6 ans quand la forgeronne l'a excisée. La petite malienne est devenue une femme de 42 ans, mais le souvenir reste pénible. Je me rappelle toujours qu'il y avait 2 personnes derrière moi, donc qui me tenaient par l'épaule et par le bras, et puis 2 autres en bas qui me tenaient les jambes, et puis le couteau. Au bout d'1 minute, c'était fini, mais c'était une douleur immense, quoi, que j'oublierai jamais. Il y a 15 ans, Fanta a fui un mari violent et polygame. Elle est arrivée en France sans ses 2 filles restées au pays. Khadija, l'aînée, a été élevée dans sa famille paternelle et excisée de force quand elle était bébé. Mais elle trouve ça normal. Je vois que c'est plus propre, c'est plus joli. Et comment tu peux savoir? Parce que j'ai vu, j'ai déjà vu, c'est plus présentable, comme pour l'homme, donc c'est pareil. Et le côté plaisir? Sauf qu'il y a ben ça va, hein. Moi je trouve pas qu'il y a pas beaucoup de différence, hein. Enfin, je pense pas. Hein. Parce que tu n'as connu que ça. Ben voilà, donc moi je pense pas qu'il y a moins. Tu t'es vu comme ça. Fanta est musulmane, pratiquante, et elle refuse les idées reçues. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec quand on dit qu'une femme qui n'est pas excisée ne peut pas se marier, une femme qui n'est pas excisée n'est pas propre, une femme qui n'est pas excisée, quand le clitoris touche la tête du bébé, le bébé meurt. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Pour Fanta, hors de question de faire exciser sa dernière fille, et pour éviter qu'elle ne le soit de force, elle n'ira plus jamais seule au Mali. Avec une météo sibérienne en France, le département du Haut-Rhin a déclenché le plan 3 le niveau 3 du plan grand froid. Dans la région de Bordeaux, le niveau 2 a été activé dès ce matin. Les températures dans la région bordelaise devraient descendre à moins 10 degrés lundi. Mais ça n'est pas la seule région de France où le froid est attendu. Philippe Isserias. Un plat chaud, un toit pour la nuit. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, le centre d'action sociale répond ces jours-ci aux besoins les plus urgents. Déjà un abri, être au chaud, pouvoir s'alimenter, comme tout le monde. Pour faire face à la vague de froid qui s'annonce, on rajoute des lits dans les chambres. La préfecture de l'Aisne vient de déclencher le plan grand froid. Il est clair que le 115 risque fort de recevoir de nouveaux appels et de nous demander si nous sommes en mesure de faire face à un afflux supplémentaire. Le 115, c'est le SAMU social. Mis en alerte, il a parcouru toute la journée les rues de Saint-Quentin pour convaincre les personnes sans domicile d'accepter un hébergement d'urgence. C'est moi qui ai appelé. C'est vous qui avez appelé? Peur des vols, méfiance face au règlement, beaucoup préfèrent pourtant dormir dehors plutôt que dans des centres d'accueil. Le 115 répond pourtant à toutes les demandes d'hébergement. En cas de besoin, on peut même réquisitionner des chambres d'hôtel. Dans le Bas-Rhin, 20 lits supplémentaires ont été rajoutés pour ce week-end. Les 20 places supplémentaires nous aident bien. Ils viennent s'ajouter aux 200 places qu'on avait pour l'hiver. Et notre grande inquiétude, c'est dans un mois, quand l'hiver va finir, où il faudra mettre les 180 personnes à la rue. C'est là vraiment le gros problème qu'on va rencontrer. Avec des températures inférieures à moins 10 degrés, la France s'apprête à connaître ce week-end ses nuits les plus froides de l'année. Et en ces périodes de vacances scolaires, les routes d'accès aux stations de ski étaient extrêmement saturées, notamment dans la vallée de la Tarentaise, vous le voyez, avec de très forts ralentissements entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice.
Et puis en Ile-de-France, les risques de verglas cette nuit sont importants avec des chutes de neige attendues. Une perturbation venant du nord devrait rendre les routes extrêmement glissantes. La sécurité routière déconseille de circuler cette nuit en Ile-de-France. Retour au salon de l'agriculture avec donc comme chaque année des milliers d'exposants, 700 000 visiteurs attendus. Le salon de l'agriculture reste pour les Parisiens, petits et grands, un objectif de promenade fétiche et pour les agriculteurs, l'occasion aussi de présenter leurs plus beaux produits à consommer ou à emporter. Reportage Sophie Mézel. C'est comme une leçon de choses. 1500 kg de viande sur 4 pattes. Et le tout harmonieux. C'est de l'art. Pour bon nombre de citadins, le salon de l'agriculture, c'est surtout une occasion de les voir de près, ces grosses bêtes. 4000 animaux à découvrir, comme ces petits gloutons. Bon, on y va? C'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que ça fout dans ma boue. Halal? Des rillettes? Oui, bah bien sûr. Bah voyons. Et ceux que l'on a vus en pleine forme dans l'enclos, on les retrouve sous forme de rillettes dans l'assiette. Ça a un goût de revenu ici. Un peu plus loin, on se croirait à la ferme. On va présenter le fer chaud, de façon à ce que le fer se pose bien sur le pied du cheval et qu'il prenne bien la forme. Il s'agit juste de vérifier que la forme est la bonne. Si on les faisait mal, de toute façon, ils ne se laisseraient pas faire. Il y aurait longtemps qu'on aurait mordu la poussière tous les deux. La journée se termine bien arrosée et forcément de bonne humeur. Le combat des reines est une tradition qui nous vient de Suisse. Ces vaches alpines de race et Reims sont élevées dans le Valais et chaque année, la combattante la plus vaillante s'impose comme reine du troupeau. Une tradition qui remonte au 19e siècle. Reportage en Suisse et à Paris. Laurence de Scherf et Frédéric Faure. Tête contre tête. Les cornes entremêlées. Esmeralda lutte contre Mirage. Pas question de parler de taureaux. Dans la race des Reims, ce sont les vaches qui combattent. L'abandon d'Esmeralda fera de Mirage la reine du salon. Et gare aux visiteurs, trop curieux, quand une vache fonce dans le tas, c'est 750 kg de muscles quelque peu excités par le combat. Des combats uniques d'une race dont les éleveurs sont fiers. C'était aussi peut-être donner le goût des matchs et peut-être que les gens auront envie d'une fois de venir en Suisse et en Valais surtout pour voir ces matchs de rennes puisque les matchs de rennes se font uniquement en Valais. La région du Valais suisse. Ici, c'est une tradition qui a plus d'un siècle. La lutte est innée et naturelle chaque été dans les alpages. Mais les éleveurs entretiennent la coutume avec des concours organisés dès le printemps. Pas de violence, juste du spectacle, les vaches en sortent indemnes. Pratiquement jamais on a des blessures. De temps en temps, il y a une corne qui casse. Mais sinon, elles sont marquées autour des yeux, elles sont marquées un peu à la tête, mais c'est des blessures superficielles. Même les particuliers passionnés achètent leurs propres vaches. Plus que le lait ou la viande, les combats sont essentiels pour ces éleveurs. Pour nous, c'est important parce que le jour où on a une vache qui est classée reine, on a aussi, cette vache prend automatiquement de la valeur et pour la descendance, le jour où cette vache fait des femelles, c'est tout de suite des femelles, des veaux qui ont plus de valeur. Et pourtant, le lait de ces vaches est chéri par les fromagers. Destiné à faire de la raclette, l'autre spécialité suisse, à déguster pacifiquement après le combat. Retenu dans le port de Sète depuis février 2003, le bateau poubelle Édouard vaut désormais de l'or. Le prix de l'acier ayant doublé en un an, ce vieux tanker serait estimé aujourd'hui à plus de 150 000 €. Une solution inespérée rendant espoir à l'ancien équipage qui s'était résolu à quitter le navire et à renoncer à toute idée de salaire. Hélène Vergne et Frédéric Guibal. Rongé par la rouille, voici 2 ans que l'Édoyle est immobilisé, relégué sur le quai de l'oubli. Mais cette épave a pris aujourd'hui une valeur inespérée grâce à la pénurie d'acier. 600 tonnes de ferraille à vendre au prix fort. Si on le revend 150 à 200 000 € comme nous l'espérons, tout le monde récupérera ses billes, là il n'y a pas de problème. Y compris le gouvernement, les droits de quai, tout le monde rentrerait et les marins en même temps. Alors là ça sera la grande joie. 8 marins oubliés par l'armateur avec un arriéré de salaire de 60 000 €. À l'époque, ils avaient survécu sur le vieux tanker grâce à la solidarité de la population.
Des mois de galère, des mois entiers sans le moindre argent à faire parvenir à leur famille. À chaque fois qu'on leur téléphone, elles nous disent « Envoyez-nous de l'argent, s'il vous plaît ». Et nous, on dit « Au prochain port, au prochain port ». Voilà 6 mois de passé et on n'a pas vu un seul euro. Depuis, l'équipage a regagné le Pakistan en renonçant à tout salaire. Mais surprise, les Doyle s'offrent un avenir et d'après le syndicat des transports maritimes, ils pourraient même échapper à la casse. Pour faire renaviguer un bateau comme ça, c'est intéressant, malgré qu'il soit très vieux et tout, qu'il fasse refaire pas mal de choses à l'intérieur et tout, au niveau moteur et tout, superstructure. Il a quand même une bonne valeur sur le prix de l'occasion, parce qu'ils deviennent rares, les bateaux comme ça. Il faudra compter 10 mois de procédure, 10 mois de patience, mais c'est à ce prix que les marins de l'Edoyle pourront enfin toucher leur dû. À La Réunion, le volcan du Piton de la Fournaise est toujours actif. Il est entré en éruption depuis maintenant 10 jours. Des coulées de lave dévalent les pentes de la montagne à partir d'une fissure située à 1600 mètres d'altitude. Explication Éléonore Gay. Une coulée de lave spectaculaire. En quelques minutes, elle va engloutir une route nationale de La Réunion. Le magma en fusion échappé du Piton de la Fournaise vient d'accélérer sa course. Un flot de 500 mètres de large jusqu'à 10 mètres de haut déferle dans les vallées. Il y a des creux de 20 mètres qui sont comblés, là, qui ont été comblés très très vite. Donc une lave assez impressionnante. Oui, tout à fait. Bon, avec des risques de dégazage, puisqu'on entend de temps en temps quelques explosions. Voilà. Pour les curieux, obligation de se tenir à distance. Depuis près de 10 jours, le célèbre volcan de La Réunion s'est réveillé, crachant régulièrement ses langues de feu. Hier soir, la première coulée de lave sur la chaussée avait attiré quelques dizaines de personnes. C'est un phénomène naturel qui nous dépasse. Le spectacle est magnifique. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse venir voir le spectacle aussi près. Aujourd'hui, pompiers et militaires se tiennent prêts à évacuer les 800 habitants de Bois-Blanc, seul village situé à proximité du passage de la lave. En rugby, déception pour l'équipe de France, battue cet après-midi au Stade de France par le Pays de Galles. Après avoir dominé largement la première mi-temps, les Français se sont effondrés. Le Pays de Galles reste en course avec l'Irlande pour le Grand Chelem. Compte rendu, Julien Benedetto et Sylvain Daubin. Décidément, le Pays de Galles est au Stade de France comme chez lui. Après 1999 et 2001, les Diables Rouges ont une nouvelle fois anéanti les espoirs de Grand Chelem tricolore. La France du rugby attendait de ses Bleus l'étincelle offensive. Elle est venue en première mi-temps. On joue depuis 4 minutes seulement quand Yachvili surprend la défense galloise. Dans ce début de match, le Pays de Galles est asphyxié. Comme promis, les attaques françaises sont fluides et tranchantes. 12e minute, Rougerie aplatie en force. À la mi-temps, la France mène 15-6. Inexplicablement, les Français oublient leur bleu de chauffe au vestiaire. Et en l'espace de 5 minutes, le Gallois Williams transperce 2 fois la défense tricolore. Et voilà les Rouges, acculés dans leur camp en première mi-temps, qui prennent pour la première fois l'avantage. On a un peu ce gros passage à vide en début de deuxième période et puis ça coûte cher. Je pense que c'est vraiment un match qui s'est joué à pas grand-chose, mais on a fait trop d'erreurs en deuxième mi-temps pour pouvoir l'emporter ce soir. Un drop de Michalak offre un instant l'égalisation au Stade de France. Mais à 5 minutes de la fin, Jones assure la victoire galloise. Score final 24-18. On est déçus, on n'a pas gardé tous les ballons et on a fait des fautes. Comme je dis, en première mi-temps, on aurait dû concrétiser par des essais. Passe par terre, mauvaise conservation. Et les Gallois qui se font bouger en première période. Et c'est nous qui ne mettons pas, je sais pas ce qu'on ne met pas, mais on ne le met pas quoi. En seconde période, c'est pour ça qu'on perd. Les Français et leur entraîneur Bernard Laporte étaient attendus au tournant. Ils ont déçu. Pas de grand chelem pour les Bleus cette année, mais la victoire finale dans le tournoi reste possible. Il faudra gagner en Irlande et en Italie et espérer un faux pas des Gallois. Football, en match avancé de la 27e journée du championnat, victoire de Lyon, 3-2 dans le derby face à Saint-Etienne. Des buts lyonnais inscrits par Viltord, Malouda et Fro. Lyon conforte ainsi sa place de leader. Par retour du cinéaste de Z et de l'aveu avec le couperet, Constantin Costa-Gavras se lance ici dans la social fiction avec José Garcia dans le rôle d'un cadre au chômage prêt à tout pour retrouver un travail. Marie Jojoin et Jean-Louis Melin.
Ça commence comme un polar. Un serial killer s'apprête à commettre un crime. Sauf que le serial killer, ce pourrait être vous ou moi si on se retrouvait au chômage. Un homme qui, pour sauver sa famille, passe à l'action en supprimant méthodiquement d'éventuels concurrents au poste qu'il convoite. Radical et totalement amoral. Le conte est vraiment amoral, c'est que si vous réalisez 2 secondes ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre en œuvre, sans vous faire prendre et en même temps avec le travail, imaginez si vous êtes maçon et que vous devez éliminer la concurrence, ça devient un massacre. Ça doit être quand même extrêmement compliqué de tout mettre en œuvre pour réussir ce que fait le personnage dans le film. Peut-être à la télévision. Peut-être à la télévision. Pensez-y. Oui. Pousser une situation désespérée à son paroxysme, faire retourner un homme à l'état de prédateur pour mieux dénoncer une société où l'individualisme fait loi. Si je peux, je commence à connaître les recruteurs, leurs petits trucs merdeux. Oui, mais il y aura d'autres occasions. Mais tu comprends pas que c'est la catastrophe. Après la politique fiction de Z ou de l'aveu, cette histoire adaptée d'un roman américain permet aux réalisateurs de se lancer dans le social fiction. L'idée, en fin de compte, c'est qu'on devient fou parce qu'on met l'économie avant l'homme. Voilà. Et que chacun essaie de trouver des solutions absurdes dans un problème qui pourrait être des solutions un peu plus humaines. Une vision extrême dont on rit malgré soi. Et on trouverait même ce personnage plutôt sympathique, question de solidarité. Les gens sont toujours pris entre la morale et l'instinct. Et l'instinct est quelque chose de tellement fort, l'instinct de prédateur est quelque chose de tellement ancré en nous, qu'il y a quand même une nécessité de porter ce personnage jusqu'au bout pour qu'il s'en sorte, quoi, en permanence. Et c'est là toute la force de conviction de José Garcia, acteur subtil, ex-comique, dont on découvre ici le grand talent dramatique. Voici une école comme on en rêve, une formation professionnelle réservée à une toute petite élite venue du monde entier. Les ateliers lyriques de l'Opéra de Paris sont un centre de formation pour jeunes diplômés issus des conservatoires. Habituellement, leur travail est assez secret. Exceptionnellement, ils ont entrouvert leurs portes pour notre équipe. Emmanuel Lambert et Virginie Travers ont filmé quelques séances de travail à l'Opéra Bastille. C'est la première fois que le centre de formation de l'Opéra de Paris entrouvre ses portes. Voyager dans le théâtre. Ils sont une dizaine sélectionnés sur concours. Corée du Sud, Moldavie, France. Parmi ces jeunes se trouvent certainement les grandes voix de demain. Notre but vraiment, c'est l'insertion professionnelle. D'ailleurs, ces artistes sont rémunérés, hein, donc c'est un investissement aussi pour l'opéra. Et à la sortie de l'opéra, également, ils sont engagés par l'opéra dans des petits rôles, dans des doublures, et même à l'intérieur même du centre, de l'atelier, ils peuvent être distribués sur la grande scène. L'autre filière, c'est le piano. Mais ici, pas de carrière solo en vue. Le jeune espagnol Iñaki apprend un métier de l'ombre, pianiste, chef de chant. C'est lui qui, à terme, fera répéter, travailler les plus grandes voix de l'opéra. Il faut aider les gens à se sortir d'eux-mêmes, il faut aider les gens à se débrider parfois se canaliser au contraire. Donc voilà, il faut tout ça. Il ne faut pas que être pianiste, mais c'est évident qu'il faut quand même un niveau, notamment de lecture, très bon. Et pour que la formation soit complète, un concert à l'Opéra Garnier, et ça aussi c'est une première. Jamais leur travail n'avait été présenté au public. Ultime répétition avec orchestre pour une soirée dédiée à Mozart. Mozart, c'est la clé du timbre, de la qualité vocale et du style. Si on est capable de chanter Mozart avec le timbre, la qualité vocale, alors après on peut tout chanter. Un concert et puis s'en vont ces jeunes artistes déjà virtuoses, resteront quelques mois encore sur les bancs de l'atelier lyrique, l'un des centres de formation les plus réputés au monde. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h55, Musical et compagnie, présenté par Patrick Sébastien. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac recevra Étienne Dao et on se quitte sur ces très jolies images. Ce n'est pas sans nous rappeler un joli film, Bambi, en Norvège. Voici sur un lac glacé un jeune daim qui fait le difficile apprentissage de la glisse. Il va être sauvé par un promeneur qui, vous allez le voir, a chaussé ses patins pour aller récupérer le jeune animal qui a manifestement beaucoup de mal à se tirer de son embarras sur le lac gelé.
Le daim est retourné dans la forêt bien portant. On se quitte sur ces images. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir, à demain 13h. Votre soirée sur France 2. Patrick Sébastien organise une grande fiesta gitane avec Chico et les Gypsies. Chez Ardisson, retrouvez à la fois Pierre Palmade, Jacques Pradel, Étienne Dao, Hélène de Fougerolles, Costa Gavras, José Garcia, Raphaël Mezrahi, Hervé Bourges, Christophe Alévêque et la reine de la bossa, Bébel Gilberto. Et pour finir, Ness fait le bilan d'une semaine de classement musical. France 2. Musical et compagnie, tout le monde en parle et Top of the Pops, l'air est plus